Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice de génétique qui a été proposé à l'examen national de 2022. Cette partie pourrait intéresser les deuxièmes années SVT, les deuxièmes années PC, mais aussi les premières années Sciences Maths. Et bien sûr, l'objectif de ces exercices est de vous entraîner à répondre aux questions de la deuxième partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Voici l'exercice en entier, mais dans cette vidéo, je ne vais traiter que la première partie de l'exercice et je vais laisser cette partie qui concerne la génétique mendélienne, on va la laisser à une prochaine vidéo à part. Alors passons aux détails. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique, on présente les données suivantes. L'anémie de Blackfond-Diamant est une maladie héréditaire rare, caractérisée particulièrement par un manque important en globules rouges et en hémoglobine contenue dans ces cellules. Elle est caractérisée aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donnée numéro 1, on mesure la quantité des grandes sous-unités et celle des petites sous-unités des ribosomes chez un individu sain et chez un individu malade. La figure A du document 1 donne les résultats obtenus. La figure B montre l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules précurseurs des globules rouges, chez un individu sain et chez un individu malade. Voici le document 1 avec ses deux figures, petit a et petit b. Voyons maintenant la question. Qu'est-ce qu'on nous demande? En vous basant sur la figure A du document 1, comparez la quantité des petites sous-unités et celle des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain, puis chez l'individu malade. Expliquez à partir de la figure B le manque en hémoglobine observé chez l'individu malade. Alors, voyons ce qu'on a dans la figure A du document 1. D'abord, la quantité des sous-unités des ribosomes en unités arbitraires. Et on a les grandes sous-unités que je vais représenter en vert et les petites sous-unités que je représente en rouge ou bien en orange. Chez l'individu sain et chez l'individu malade. Alors commençons par l'individu sain. Vous constatez qu'il y a autant de petites sous-unités que de grandes sous-unités. Et toutes les deux, c'est à peu près 46. Donc notons cette première observation. Chez l'individu sain, le nombre de petites sous-unités est égal au nombre de grandes sous-unités. À peu près 46 unités arbitraires. Chez l'individu malade, vous voyez que les grandes sous-unités, il y a à peu près 46, alors que les petites sous-unités, il y a uniquement environ 23. Et donc chez l'individu malade, le nombre de petites sous-unités est inférieur au nombre de grandes sous-unités. C'est à peu près la moitié. Donc la réponse à la première question pourrait être la suivante. D'après le document 1, on constate que chez l'individu sain, le nombre de petites sous-unités ribosomiques est le même que celui des grandes sous-unités. Entre parenthèses, 46 unités arbitraires. En revanche, chez la personne malade, le nombre de petites sous-unités ribosomiques est beaucoup plus faible, environ la moitié, que celui des grandes sous-unités. La suite de la question, expliquez à partir de la figure B le manque en hémoglobine observé chez l'individu malade. Alors passons à la figure B du même document. Alors qu'est-ce qu'on a dans la figure B? Chez l'individu sain d'abord, vous voyez qu'il y a, d'après le schéma, 5 grandes sous-unités, 5 petites sous-unités. On l'a dit tout à l'heure, le nombre de grandes sous-unités est le même que le nombre de petites sous-unités. Voilà, première observation. Deuxièmement, on constate qu'il y a formation de ribosomes complets, c'est-à-dire chaque ribosome formé de deux sous-unités, la petite et la grande, qui sont attachées à l'ARN messager.
Donc formation de ribosomes complets fonctionnels qui s'attachent à l'ARN messager. Et que font les ribosomes? Quelle est la fonction normale des ribosomes? C'est la traduction, c'est-à-dire la synthèse des protéines. Et dans ce cas, on aura une quantité normale d'hémoglobine. Donc traduction normale des ARN messagers, synthèse d'une quantité normale d'hémoglobine. Chez l'individu malade, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de grandes sous-unités que de petites sous-unités. Et donc première différence, il y a moins de petites sous-unités que de grandes sous-unités, comme on l'a dit dans la première question. Alors quelle est la conséquence? Vous voyez qu'il y a uniquement deux, d'après le schéma bien sûr, deux ribosomes complets et trois grandes sous-unités qui ne sont pas attachées à l'ARN messager. Donc formation de moins de ribosomes complets fonctionnels qui s'attachent à l'ARN messager. Et donc, la quantité d'hémoglobine serait faible parce qu'il y a moins de traduction. Et donc on aura la traduction faible des ARN messagers et donc synthèse d'une faible quantité d'hémoglobine. Alors réponse à la deuxième partie de la première question. D'après la figure B du document 1, on constate que chez l'individu malade, il y a moins de petites sous-unités ribosomiques que de grandes sous-unités, ce qui ne permet pas la formation d'un nombre suffisant de ribosomes fonctionnels. Dans ce cas, la traduction des ARN messagers de l'hémoglobine serait plus faible, ce qui explique la faible quantité d'hémoglobine synthétisée. Alors, donnée numéro 2. Les analyses ont montré que les cellules précurseurs des globules rouges chez les personnes malades présentent un déficit dans la production de la protéine RSP19 nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. Les chercheurs ont identifié le gène codant pour cette protéine. Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal et un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie. Le document 3 présente un extrait du code génétique. Alors soulignez ici, protéine RSP19 nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente que dans ce type d'exercice, il faut toujours chercher la protéine. Quel est le nom de cette protéine et quelle est la fonction, le rôle de cette protéine. Alors la protéine ici c'est RSP19, son rôle c'est la formation des petites sous-unités ribosomiques. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération pour réussir l'exercice, il faut toujours faire attention au brin qu'on trouve dans le document. Est-ce que c'est un brin transcrit ou bien non transcrit? Donc dans ce cas, c'est le brin non transcrit qu'il faut souligner. Voici notre document numéro 2 avec les deux séquences, normale et anormale. Voici le document 3, l'extrait du code génétique. Alors, question numéro 2, c'est une question classique. En vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARN messager et des acides aminés correspondant aux fragments de l'allèle normal et de l'allèle anormal, puis montrez la relation gène-protéine-caractère. Exploitons d'abord les documents 2 et 3 pour le cas de l'allèle normal. Alors, oublions un peu l'allèle anormal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'allèle normal? Le brin non transcrit. Donc, il faut d'abord écrire le brin transcrit. Donc, par la complémentarité des bases. Donc, CHG, lui correspond GTC. Ensuite, CHG, GTC également. GHG, c'est CTC et ainsi de suite. Et après, c'est ce brin qu'on va transcrire, c'est-à-dire c'est à partir de ce brin qu'on va produire l'ARN messager par la transcription. Donc notre ARN messager serait CAG, CAG, GAG, UUC, GUC. Rappelez-vous que l'ARN messager ne contient pas T. Elle sera remplacée par U. Ensuite, maintenant, on va exploiter le document 3, le code génétique. Alors rappelez-vous qu'au cours de la traduction, on va lire les nucléotides par triplet, ce qu'on appelle les codons. Alors par exemple,
On a CHG. Je cherche CHG dans le document 3. La voici. Elle lui correspond l'acide aminé glutamine, GLN. Donc j'écris mon acide aminé GLN avec un petit tiret qui indique la liaison peptidique. Il ne faut surtout pas oublier les liaisons peptidiques entre les acides aminés. Je passe à la deuxième, CHG, c'est la même. La troisième, GHG. Alors je cherche GHG dans mon tableau, la voici. Elle lui correspond à un acide aminé qu'on appelle l'acide glutamique. Donc j'écris ACGLU avec la liaison. UUC, je cherche UUC, la voici, c'est phénylalanine et ainsi de suite pour tous les codons jusqu'au dernier où je trouve l'arginine. Donc je vais faire la même chose avec l'allèle anormal. Donc la réponse à la deuxième question, ou la première partie de la deuxième question, séquence de l'ARN messager et des acides aminés correspondant à l'allèle normal. Donc on écrit le brin non transcrit, c'est facultatif, vous pouvez ne pas l'écrire, mais le brin transcrit, il faut l'écrire. Ensuite l'ARN messager, ensuite la séquence des acides aminés. Et on passe à l'allèle anormal, la même chose. Donc le brin transcrit, le brin de l'ARN messager et ensuite la séquence des acides aminés. Alors la deuxième partie de la question, la relation gène, protéine, caractère. Faisons un petit rappel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est un fragment d'ADN qui contient l'information génétique responsable d'un caractère héréditaire. Donc c'est une séquence d'ADN, c'est des nucléotides. Alors on va utiliser cette séquence d'ADN en faisant sa transcription dans le noyau par l'ARN polymérase. Et je vais obtenir une séquence d'ARN messager, c'est-à-dire des nucléotides, une séquence de nucléotides qui forment l'ARN messager. Ensuite, l'ARN messager va subir la traduction dans le cytoplasme. Et dans la traduction, on aura besoin des ribosomes et de l'ARN T. Je vais obtenir une séquence d'acides aminés qui est une protéine ou bien un peptide. Et c'est la protéine qui va contrôler, qui va gouverner le caractère héréditaire. Donc cette partie, la relation entre le gène et la protéine, c'est une partie qui ne change pas, c'est la même pour toutes les protéines, alors que la deuxième partie, la relation entre la protéine et le caractère, elle varie selon la protéine et selon le caractère. Donc il faut toujours la chercher dans l'exercice. Vous allez la trouver dans l'exercice. Alors comparons les deux séquences et on va choisir le brin non transcrit. Alors si je compare les deux brins non transcrits, une première différence apparaît ici au codon numéro 15. Le premier nucléotide c'est G, alors que là c'est T. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation, une première mutation par substitution de G par T. Ensuite, il y a une deuxième différence au codon 18. Au niveau du codon 18, on a T qui a été modifié par G ou bien substitué par G, donc une deuxième mutation. Et donc la conséquence, on aura la substitution de deux acides aminés. La valine va être substituée par la phénylalanine et la leucine va être substituée par l'arginine. Voilà la deuxième. Et donc, il y a deux mutations dans le gène codant la protéine RSP19, dans le brin non transcrit. Vous pouvez raisonner avec le brin transcrit, c'est la même chose. Donc, première mutation par substitution de G par T dans le codon 15. Et mutation par substitution de T par G dans le codon 18. La conséquence, substitution de deux acides aminés dans la protéine RSP19, valine numéro 15 par phénylalanine et leucine numéro 18 par l'arginine. La conséquence, c'est la synthèse d'une protéine RSP19 anormale. Donc, production d'un nombre insuffisant de petites sous-unités ribosomiques. Rappelez-vous que la protéine RSP19 est essentielle à la production des petites sous-unités. Conséquence, formation de peu de ribosomes fonctionnels. Le nombre de ribosomes fonctionnels serait plus faible.
Et donc, il y a un problème de production de la quantité d'hémoglobine normale, ou bien production d'une quantité anormale d'hémoglobine. Alors, récapitulons la réponse à la deuxième partie de la question. En comparant l'allèle du malade à l'allèle normal, on déduit qu'il y a eu deux mutations. Une substitution du nucléotide G du codon 15 par T et une substitution du nucléotide T du codon 18 par G. Ces deux mutations ont entraîné les modifications successives suivantes. Alors je vais les résumer sous forme de tirets, ce serait plus simple. Substitution de l'acide aminé valine numéro 15 par phénylalanine et l'acide aminé leucine numéro 18 par l'arginine dans la protéine RSP19. Conséquence, synthèse d'une protéine RSP19 anormale et donc non fonctionnelle. Conséquence, production d'un faible nombre de petites sous-unités ribosomiques. Ensuite, production d'un nombre insuffisant de ribosomes fonctionnels. Production d'une faible quantité d'hémoglobine dans les globules rouges. Et donc l'apparition des symptômes de la maladie de Blackford-Diamond. On voit donc que la modification de l'ADN, mutation dans le gène, entraîne la modification de la protéine et par conséquent du caractère héréditaire, ce qui démontre la relation gène-protéine-caractère. Voilà pour la première partie de l'exercice de génétique de 2022. La deuxième partie qui concerne la génétique mendélienne, je vais la corriger dans une vidéo séparée. Comme ça, cette vidéo ne serait pas trop longue. Bon courage à tous et à très bientôt dans la deuxième partie de l'exercice.